Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bibliojuriste. Dans cette vidéo, nous allons explorer un ouvrage fascinant de la littérature juridique intitulé Le traité du gouvernement civil de John Locke, écrit en 1690, composé de 2 traités. C'est un ouvrage clé qui dialogue indirectement avec les idées de Thomas Hobbes et plus tard de Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social et la légitimité du pouvoir public. Comme d'habitude, vous trouverez le résumé dans la boîte de description, donc n'hésitez pas à le consulter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Je vais résumer les 2 chapitres ou bien les chapitres des 2 traités du gouvernement avec un accent particulier sur le second traité qui est le plus pertinent pour les étudiants en droit, car c'est une théorie du droit social pour comprendre les constitutions modernes et ça influence les théories des droits de l'homme, aussi car sa théorie de la propriété est un fondement du droit civil et aussi car il traite la légitimité du pouvoir. Alors, le premier traité est une réfutation des idées de Sir Robert Filmer, exposé dans son ouvrage Patriarcat, qui défend le droit divin des rois. Locke démontre que le pouvoir absolu des monarques n'a aucun fondement logique ni biblique. Dans le premier chapitre, intitulé Critique de l'autorité paternelle et royale, Locke conteste l'idée centrale de Filmer selon laquelle tous les rois tirent leur pouvoir de l'autorité paternelle d'Adam, qui pour lui n'a jamais été investi d'une telle autorité universelle par Dieu. Et même s'il l'avait été, ses descendants n'ont aucun moyen de prouver cette transmission. Donc Locke s'oppose à l'idée que le pouvoir royal soit une extension du patriarcat et remet en cause la légitimité des monarchies absolues en les privant de leur justification théologique. Au chapitre 2, qui est la réfutation des fondements religieux de Filmer, Locke s'attaque aux interprétations bibliques de Filmer qui prétend que l'autorité d'Adam lui donnait droit de domination sur ses descendants et le monde entier, et montre que la Bible ne soutient pas que l'autorité paternelle implique le pouvoir politique absolu. En matière de droit, on peut dire que Locke sépare entre sphère privée et publique et pose les bases de la distinction entre la famille et l'État. C'est une approche rationaliste du droit qui privilégie les arguments fondés sur la raison plutôt que sur les dogmes religieux. Puis au troisième chapitre, Locke conclut que la théorie de Filmer sur le droit divin des rois est totalement infondée tant sur le plan biblique que logique et affirme que l'autorité politique doit être basée sur le contrat social et le consentement des gouvernés. Cette idée est développée dans le deuxième traité, composé de 19 chapitres, et où Locke justifie son travail dans le premier chapitre pour expliquer la véritable origine et nature du pouvoir politique qui repose sur un contrat volontaire des individus pour protéger leurs droits naturels, vie, liberté et propriété, et précise sa réfutation des idées de Robert Filmer, comme on avait dit. Au deuxième chapitre, intitulé L'état de nature, Locke décrit ce dernier comme un état de liberté et d'égalité, où les individus respectent la loi naturelle, les droits naturels, qui sont bien sûr la vie, la liberté et la propriété. Ils sont fondamentaux, mais toutefois, l'absence d'une autorité impartiale pour résoudre les conflits peut entraîner des abus. Le troisième chapitre est l'état de guerre, où Locke distingue l'état de nature à l'état de guerre qui survient lorsque quelqu'un cherche à priver un autre de sa liberté ou de ses biens. La création d'un gouvernement vise à éviter ces situations. Le quatrième chapitre, l'esclavage. Locke condamne l'esclavage volontaire, sauf dans le cas où une personne y consent pour échapper à la mort dans le contexte de guerre par exemple.
l'esclavage basé sur la capture violente ou le droit naturel et illégitime. Au chapitre 5, Locke traite la propriété, qui est au centre et au cœur de la pensée lockéenne. Est né du travail lorsque quelqu'un transforme une ressource naturelle par son effort et devient sa propriété. Toutefois, Locke introduit la limite du suffisant et personne ne doit s'approprier plus ce dont il a besoin ou ce qu'il peut utiliser. Dans le chapitre 6 intitulé « La puissance paternelle », Locke critique l'idée que le pouvoir politique dérive du pouvoir paternel. Il distingue ici l'autorité des parents, temporaire et limitée à l'éducation des enfants, de celle du gouvernement basée sur le consentement des citoyens. Au 7e chapitre, la société politique au civil. Locke explique comment les hommes passent de l'état de nature à la société politique. Par le contrat social, les individus renoncent à une partie de leur liberté pour former une société capable de protéger leurs droits naturels. Le chapitre 8 parle de l'origine des sociétés politiques. La société politique naît d'un consentement volontaire des individus. Ce consentement explicite, acte clair, ou tacite, c'est-à-dire en acceptant les lois et avantages d'une société, est la base légitime de toute autorité politique. Le chapitre 9. Les fins de la société politique et du gouvernement. Pour Locke, le but principal du gouvernement est de protéger les droits naturels des individus de vie, de liberté et de propriété. Seul le gouvernement peut garantir ces droits de manière stable et sans gouvernement, ces droits sont vulnérables. Dans le 10e chapitre, Locke décrit les formes de gouvernement et dit qu'il y en a 3. Monarchie, qui est le pouvoir à une seule personne, oligarchie, pouvoir à une minorité, et démocratie, qui est le pouvoir au peuple. Ici, Locke ne tranche pas et ne privilégie pas explicitement l'une, mais insiste sur le consentement et les limitations au pouvoir. Puis, au 11e chapitre, il parle de la portée de l'autorité législative. L'autorité législative est le pouvoir suprême, mais elle doit respecter la loi naturelle et protéger les droits des individus. Elle ne doit pas être arbitraire et absolue, ni violer la confiance des citoyens. Donc, elle doit être limitée par la loi naturelle et l'intérêt public. Le chapitre 12 est le pouvoir exécutif qui doit faire respecter les lois édictées par le pouvoir législatif. Locke admet aussi un pouvoir fédératif gérant les relations extérieures. Le chapitre 13 est la subordination des pouvoirs, où Locke pose les bases de la séparation des pouvoirs et établit la supériorité du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif et insiste sur l'équilibre des pouvoirs qui est nécessaire pour éviter les abus et préserver la liberté des citoyens. Le 14e chapitre est la prérogative ou le pouvoir de prérogative. Le pouvoir exécutif peut avoir une certaine discrétion dans des situations exceptionnelles où les lois ne suffisent pas. Toutefois, cette prérogative doit toujours viser le bien commun et ne pas se transformer en tyrannie. Dans le chapitre 15, Locke parle de la puissance paternelle, politique et despotique, en les comparant et en rejetant la confusion entre ces notions, et en distinguant entre la puissance paternelle, temporaire et éducative, la puissance politique fondée sur le consentement des citoyens et la puissance despotique illégitime, car basée sur la force et la soumission des sujets. Puis au chapitre 16, intitulé « La conquête », Locke rejette la légitimité d'un pouvoir acquis par la conquête ou la violence et dit que les conquérants n'ont pas le droit d'assujettir un peuple sans son consentement. Les citoyens alors peuvent renverser un gouvernement qui viole le contrat social. Le chapitre 17, intitulé « L'usurpation ».
L'usurpation se produit lorsqu'un individu ou un groupe s'empare illégalement du pouvoir. Il est illégitime car il viole le contrat social où le consentement populaire est obligatoire. Le chapitre 18 parle de la tyrannie. Locke la définit comme l'usage illégitime du pouvoir d'un gouvernement pour ses intérêts privés. Les citoyens ont alors le droit de résister à ce gouvernement tyrannique. Le dernier chapitre, la dissolution du gouvernement. Un gouvernement peut être dissous lorsqu'il viole les droits naturels, lorsqu'il échoue à protéger ses droits et lorsque le législatif ou l'exécutif ne respecte plus le contrat social. Une fois le gouvernement dissous, le peuple retrouve son autorité initiale originelle pour en établir un nouveau. Comme tout ouvrage, le traité du gouvernement civil a été critiqué sur plusieurs points, comme par exemple la vision idéaliste et trop optimiste de l'état de nature et son insistance sur la propriété comme droit fondamental. Le manque de précision comme le concept de consentement tacite qui est ambigu et la séparation des pouvoirs qui n'est pas détaillée. L'ouvrage est critiqué d'être centré sur les propriétaires au détriment des non-propriétaires, ce qui reflète les intérêts des classes bourgeoises. Il a été critiqué aussi concernant les répercussions coloniales, car Locke justifie l'appropriation des terres indigènes par les colons en considérant qu'ils n'étaient pas exploités selon les standards européens. Mais le traité reste néanmoins un texte fondamental ayant influencé la déclaration d'indépendance des États-Unis et les idées libérales modernes contre la tyrannie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir